Bien. Eh bien, bonjour. Voilà. Alors, mon nom est Grégory Levkovitch, je suis chargé de cours à l'ULB, membre du centre Perelman, comme tous ceux qui sont venus parler avant moi. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une théorie du droit global d'une théorie du droit global qui est une théorie un petit peu difficile, disons, du droit, à savoir la théorie systémique du droit, en tant qu'elle tire des conclusions sur le droit global. Théorie systémique du droit, alors peut-être que certains... Voilà, formidable. Peut-être que certains le savent ou l'ont découvert en lisant les textes, mais donc la théorie systémique du droit, appelée autrement la théorie autopoïétique du droit, et j'y reviendrai, est une théorie de la société en général, c'est une théorie sociologique, qui trouve également à s'appliquer au droit. Ce qui nécessite forcément, pour pouvoir en prendre connaissance, et bien mesurer la nature et la portée des propositions théoriques des membres de cette école, d'avoir une idée de base des grands concepts fondamentaux qui fondent la théorie sociologique au sein duquel s'insèrent les propositions concernant le droit de cette école autopoïétique du droit. Donc, dans un premier temps, ce que je ferai, si vous m'y autorisez, c'est de vous exposer un certain nombre de concepts fondamentaux qui impliquent un changement de point de vue sur le droit et la société, et donc, concepts fondamentaux qui ont été essentiellement élaborés par un auteur dont le nom est Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, qui est donc un sociologue, enfin, en fait, juriste et puis finalement sociologue allemand. Dans un deuxième temps, j'examinerai les développements que Niklas Luhmann lui-même a consacrés à la question du droit global et du droit dans la mondialisation. Avant de m'intéresser de manière plus spécifique à deux auteurs importants de cette ligne théorique, à savoir Günther Teubner et Andrea Fischer-Lescano, qui ont tous les deux poussé plus avant les propositions de Luhmann dans le domaine du droit, mais pour en tirer, et vous le verrez, des conclusions complètement différentes de celles que Luhmann pouvait tirer. Ah, voilà. Alors, tout d'abord, la théorie autopoïétique du droit s'inscrit donc dans une théorie générale de la société, je vous le disais. Cette théorie prend son origine, la théorie systémique ou autopoïétique, prend son origine dans les travaux de Niklas Luhmann, qui est un juriste allemand, et sa théorie, finalement, elle est de plus en plus discutée aujourd'hui dans le monde francophone, mais elle demeure néanmoins en grande partie méconnue du grand public juridique cultivé et sans doute également des étudiants de master en droit. Cette situation est liée à au moins deux raisons. Donc, premièrement, la majorité, ça vous l'aurez constaté dans les textes qui vous étaient proposés, la majorité des travaux de ce qu'on appelle l'école de l'autopoïèse ne sont pas accessibles en langue française. Et par ailleurs, ces théories font usage de concepts qui ont la réputation d'être difficiles, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fausse, et qui prennent appui sur un ensemble de disciplines, à savoir essentiellement la cybernétique et la biologie, qui ne font pas vraiment partie du fond commun de savoir que nous transmet notre éducation classique et encore humaniste. Vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Donc, cette théorie autopoïétique du droit prend son origine dans les travaux de Niklas Luhmann, qui est un personnage tout à fait étrange, et je pense que ça vaut la peine d'en dire deux mots maintenant. C'est un personnage tout à fait étrange, avec un parcours particulier, dans la mesure où, juriste de formation, il va travailler dans l'administration publique, avant de revenir vers l'université comme professeur de sociologie, en défendant la veille de sa nomination, à la fois sa thèse et sa habilitation schrift la même année, donc les deux épreuves auxquelles doivent se soumettre ceux qui prétendent à une chaire en Allemagne.
Le sens de ce retour au monde universitaire s'explique par un intérêt de connaissance développé par Niklas Luhmann en marge de son travail dans l'administration publique. Il faut savoir que pendant toute la période où il travaillait dans l'administration publique, il rédigeait déjà des ouvrages sur différents sujets. Donc un intérêt de connaissance pour la théorie sociale en général et intérêt de connaissance qui l'a conduit à nourrir une conviction profonde qu'il était nécessaire de revoir et de développer la théorie de la société en corrigeant le fonctionnalisme développé par Talcott Parsons. Vous connaissez peut-être de vos cours d'introduction en sociologie. Donc le fonctionnalisme de Talcott Parsons, fort en vogue dans les années 60 et 70. Et il explique d'ailleurs cette obsession pour le développement d'une théorie sociale complète dans son dernier livre paru avant sa mort, Die Gesellschaft der Gesellschaft, où il dit, je vous cite un extrait qui m'a fort amusé, « Lorsque j'ai été admis à la faculté de sociologie de l'université de Bielefeld, créée en 1969, je me suis trouvé confronté à l'obligation de signaler les projets de recherche dans lesquels j'étais impliqué. La description de mon projet à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, jour de sa pension, fut théorie de la société, durée 30 ans, coût 0. Le projet scientifique de Luhmann est donc ni plus ni moins que de développer une théorie de la société générale. Cette théorie générale de la société, elle vise à comprendre et à analyser un seul problème, mais compliqué, c'est-à-dire celui du passage dans la société moderne, d'une société dont la spécificité n'est plus la stratification sociale. La stratification sociale, c'est-à-dire les différences hiérarchiques au sein d'une société. Donc, nous ne sommes plus dans une société de la stratification sociale pour Luhmann. Il faut comprendre ce que cela signifie de vivre dans une société dont le principe de développement est la différenciation fonctionnelle. La différenciation fonctionnelle par l'opposition à la stratification sociale. Différenciation fonctionnelle, dans les mots, les termes sont relativement clairs. L'idée est de comprendre ce qui se passe dans la société et comment décrire ce qui se passe dans la société dès lors qu'on considère que l'élément majeur des transformations de la société moderne sont le fait qu'on voit apparaître dans nos sociétés un ensemble de systèmes ayant des objectifs spécifiques, des fonctions spécifiques, qui ne peuvent pas être hiérarchisés entre eux. J'y reviendrai. Alors, développer cette théorie pour Luhmann, et c'est là que ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, développer cette théorie pour Luhmann suppose de prendre définitivement congé d'une certaine représentation du monde et de dépasser ce qu'on peut grossièrement qualifier de principe de l'humanisme. Des principes de l'humanisme. Il faut quitter les principes d'une science humaniste, c'est-à-dire quitter une théorie de la science fondée sur la notion de sujet et théorie de la science fondée sur la notion de sujet qui donne nécessairement lieu à une sociologie fondée sur la notion d'acteur. Qu'est-ce que Luhmann veut dire par là et pourquoi cette rupture est-elle nécessaire ? Alors, pour le dire de manière très synthétique, la conception humaniste du monde, ou la Weltanschauung humaniste, la saisie du monde humaniste, appartient à du point de vue de Luhmann évidemment, à une représentation d'un monde historiquement dépassé et encore essentiellement caractérisé par une vision stratifiée de la société, c'est-à-dire une vision de la société où on peut constituer tout un ensemble de hiérarchies entre l'ensemble des structures de cette société pour les unifier à partir d'un point de vue englobant. C'est dans cette conception humaniste du monde la notion de sujet qui garantit en lieu et place de Dieu, qui était celui qui garantissait l'unité du monde avant la naissance du sujet moderne. Donc c'est cette notion de sujet qui garantit l'unité du monde, et cette notion de sujet est pour Luhmann complètement morte.
dans un monde caractérisé par le principe de la différenciation fonctionnelle, il n'existe plus que des systèmes et des sous-systèmes. Alors, pour épiloguer un petit peu là-dessus, je ne sais pas pour vous faire sentir ce dont il s'agit, ce que Luhmann critique dans les théories de la science fondées sur la notion de sujet, et donc forcément sur une sociologie fondée sur la notion d'acteur, c'est le fait que, et il le fait d'ailleurs dans un texte où il analyse Descartes, c'est le fait que l'unité du monde qui n'est pas naturelle, qui ne vient pas du monde lui-même, l'unité du monde, et donc la hiérarchie des êtres, est garantie dans la pensée moderne par une notion de sujet qui ne veut pas du tout dire l'individu ou vous et moi. Le sujet est un principe, une notion, on pourrait dire, métaphysique. C'est quelque chose qui sommeille en chacun de nous. Pour ceux qui sont philosophes, il y a des philosophes dans la salle, pour ceux qui sont philosophes, le jeu de la perception transcendantale chez Kant, c'est-à-dire cette instance qui en nous fait que nous sommes tous en même temps universels, c'est-à-dire que nous utilisons tous les mêmes catégories pour synthétiser les éléments du monde. Nous avons une seule représentation du monde que nous partageons parce que nous avons des catégories qui sont identiques et que nous mettons en œuvre. Cette notion-là de sujet, qui est celle de Descartes comme celle de Kant, pour Luhmann, est dépassée parce que nous ne sommes plus dans un monde qui répond à un principe de stratification, mais dans un monde qui répond à un principe de différenciation fonctionnelle. Et c'est cela en cela que Luhmann nous invite à porter un regard différent sur la société en général. Il n'y a plus ni de Dieu, ni de sujet. Dans un monde fonctionnellement différencié, il n'existe plus aucune position de surplomb, à partir de laquelle il serait possible de décrire le monde dans sa totalité. Il existe uniquement une multiplicité de systèmes, le système de la politique, le système de l'économie, le système du droit, une multiplicité de systèmes qui chacun développent leur perspective propre sur leur environnement. C'est-à-dire que, et on l'avait déjà en partie senti dans d'autres présentations, dans la théorie de Luhmann, ce qui est important, c'est que c'est une théorie du point de vue. Il n'est plus possible d'avoir un seul point de vue à partir duquel on analyse le monde. On peut simplement développer une théorie à partir de laquelle on peut se mettre dans la position du système de l'économie, regarder ce qu'on voit à partir du système du droit, etc. Mais on n'a à aucun moment la possibilité de voir le monde dans sa totalité. Et cette théorie qui va permettre de développer ou de conceptualiser ce qui est au fond une théorie des points de vue, c'est la théorie systémique de la société qui exploite des notions sur lesquelles je vais revenir dans le détail, à savoir les notions de code, notion de programme et la notion de couplage structurel. Alors, la théorie ou l'outillage théorique que va utiliser Luhmann, il va le prendre de deux grands domaines, à savoir essentiellement la cybernétique, la cybernétique et d'autre part la biologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont il utilise ces notions, simplement dire que ces notions qu'il tire de domaines de la science qui ne sont pas généralement les domaines exploités par les juristes, ni d'ailleurs dans bien des cas par les philosophes, ces concepts, il va les utiliser et les enchaîner selon une certaine logique, dans le but et sur la base d'une prémisse sur laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui justifie cette prémisse, une prémisse qui est que seul un système social peut communiquer, un système vivant peut seulement vivre. Vous voyez en quoi il y a dépassement, ou en quoi on quitte définitivement le domaine du sujet, puisque dans l'idée du sujet, on aurait l'impression, ou la vision humaniste du monde, on considère naturellement, notre vision naturelle du monde est que les humains communiquent. Pour Niklas Luhmann, les humains, ou l'espèce humaine vit, effectivement, mais l'espèce humaine ne communique pas, ce sont les systèmes qui communiquent. Et il faut donc se départir de cette description naturelle, selon laquelle ce sont les hommes qui communiquent, pour
apprécier ce que une théorie de la société qui sort du cadre d'une théorie du sujet peut proposer. Et dans ce cadre-là, puisque jusqu'ici c'est très abstrait, il y a un certain nombre d'exemples à donner pour rendre plus perceptible ce que Luhmann veut dire par là, et je vous propose un petit cas fictif pour le comprendre. Imaginons un avocat, qu'on appellera Monsieur A, qui achète son sandwich dans une sandwicherie. Très important. L'avocat, en même temps qu'il achète son sandwich dans une sandwicherie, est en ligne avec son client et évoque avec lui les options judiciaires dans le règlement d'un litige. Le serveur, Monsieur B, est lui en ligne avec sa femme, avec laquelle il communique sur leur relation. Ils n'arrêtent jamais, ni l'un ni l'autre, de communiquer pendant qu'ils achètent, pendant que l'achat se produit. Ils n'arrêtent ni l'un ni l'autre de communiquer, l'un avec son client, l'autre avec sa femme, et pourtant, pendant ce temps, ils produisent une autre communication, une communication de type économique, qui est la vente. Comment décrire cette scène? Alors, au cours de cette scène, M. A, l'avocat, opère deux communications en même temps, une communication économique, je le disais, et une communication juridique avec son client. M. B opère lui aussi deux communications, une communication économique, la vente du sandwich, et une communication personnelle, en l'occurrence avec sa femme. M. A et M. B réalisent donc deux communications en même temps, selon une description naturelle du monde, c'est-à-dire la description qu'on ferait tous les jours de la chose. Pour expliquer ce type de situation, on est obligé de faire comme si M. A comme M. B dirigent leur attention en opérant un basculement rapide d'une action à l'autre. Ils sont en même temps en ligne, mais en même temps, ils font une vente ou un achat. Et tout ceci de manière répétée. Donc vous voyez que dans l'idée que ce sont les humains qui communiquent, on a là des personnes qui font deux communications en même temps, ce qui n'est pas possible. Donc on doit trouver une manière d'expliquer comment c'est possible, et la manière de l'expliquer, c'est on focalise son attention tantôt sur le coup de téléphone, tantôt sur l'achat. Ça, c'est la manière naturelle de l'expliquer. Pourtant, et c'est ça le point de Luhmann, du point de vue d'un observateur extérieur, aucune des communications n'est interrompue. L'ensemble du processus de la vente se poursuit pendant que les communications téléphoniques ont lieu. Et donc, d'un point de vue empirique, on peut tout aussi bien décrire l'ensemble de ces communications, indépendamment de la conscience de M. A et de M. B. On constate alors l'existence de plusieurs communications, une qui appartient au système économique, l'autre au système juridique, et le dernier au système de l'amour, puisque l'amour aussi constitue un sous-système de la société, selon Luhmann. Bien entendu, M. A et M. B sont absolument nécessaires pour que ces communications aient lieu. Mais ces communications peuvent tout aussi bien être décrites comme des événements au sein des sous-systèmes sociaux, le système du droit, le système de l'économie et le système de l'amour. Voilà un changement de perspective radical qui est proposé et qui conduit à des propositions presque théologiques du type, lorsqu'un juriste réalise une étude juridique, ce n'est pas le juriste qui observe le droit, mais bien le système du droit qui s'observe lui-même à travers le juriste. Vous voyez que la proposition qui est faite consiste à systématiquement considérer que toutes les communications qui se produisent dans le monde appartiennent à des systèmes et que les individus, qui sont bien sûr nécessaires, et ils peuvent être humains ou non d'ailleurs, les individus qui sont nécessaires pour que ces communications se produisent sont, du point de vue systémique, seulement un moyen de réalisation des communications du système qui obéit à sa propre logique. Alors du coup, on faut se demander, on comprend bien qu'on doit sortir d'une épistémologie fondée sur le sujet, d'une épistémologie humaniste, mais qu'est-ce qu'un système et en quoi est-ce que cela a à voir avec le droit? Alors, pour Luhmann, la société dans son ensemble est faite de communication. Les systèmes communiquent, la communication est sociale,
et l'ensemble de la société est fait de communication. L'ensemble de ces communications forme un système, le système de la société. Toutefois, notre modernité se caractérise par un processus qui est un processus de complexification sociale. Les communications sont de plus en plus complexes. Et cette complexification de la société favorise la spécialisation de ce système social. Pourquoi? Pour traiter des communications de plus en plus complexes. Cette spécialisation du système social se fait en fonction de la nature des communications qui ont cours au sein du système. Et c'est ceci que Niklas Luhmann appelle la spécialisation, la différenciation fonctionnelle, spécialisation du système de la société en sous-systèmes qui ont des fonctions spécifiques et qui visent à traiter seulement certains types de communication sociale par rapport à d'autres types de communication sociale. Cette spécialisation donne naissance donc à plusieurs sous-systèmes sociaux, dont le système du droit. Chacun de ces systèmes poursuit une fonction spécifique, le système du droit ayant comme particularité de poursuivre la stabilisation des attentes contrefactuelles de comportement. Je vais revenir. Chaque sous-système social a une fonction, hein, et la fonction du système du droit est de garantir la stabilisation des attentes contrefactuelles de comportement. C'est-à-dire, pour le dire simplement, que le système du droit produit des normes, que ces normes peuvent ou non être respectées, c'est leur principe, sinon ce ne sont pas des normes du droit, et qu'il s'agit donc de normes contrefactuelles. On est dans une logique dans une logique normative. On peut très bien ne pas les respecter. Elles sont contrefactuelles parce qu'elles ne décrivent pas la réalité. Elles décrivent quelque chose qui est de l'ordre du devoir et non pas quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Donc, les normes du droit créent des attentes de comportement normés, et les normes du droit ont pour but de stabiliser ces attentes, que quand deux individus interagissent, eh bien, les attentes de l'un et de l'autre soient liées à des normes qui sont les normes du droit, et notamment, par exemple, que quand on signe un contrat, on s'attend à ce que chacune des parties l'exécute de bonne foi, même si c'est possible que ce ne soit pas le cas. Donc, le système du droit a une fonction, la stabilisation des attentes contrefactuelles de comportement, et répond dès lors à une logique spécifique, qui est une logique de défi, et non une logique d'apprentissage, du moins en principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est face à une norme qui est obligatoire, on est dans une logique de défi. La norme est un défi en tant que tel, puisqu'elle nous oblige à agir autrement qu'on aurait éventuellement agi si la norme n'était pas présente. On est dans une logique de défi, et non pas dans une logique d'apprentissage qui voudrait qu'on apprenne un savoir pratique dans le but de le mettre en œuvre. On est dans une logique de défi par rapport à une logique d'apprentissage. Alors, ces systèmes, donc vous avez des systèmes qui ont des fonctions, le système du droit en fait partie, ces systèmes fonctionnent comme des cellules biologiques. C'est-à-dire qu'ils sont fondés sur un code qui leur permettent de se distinguer, ou plutôt de distinguer entre les communications qui font partie du système et les communications qui ne font pas partie du système. C'est-à-dire que chaque sous-système social donc, a un code. Le code du droit, c'est la distinction entre le légal et l'illégal. Et parmi l'ensemble des communications qui ont lieu dans la société, et on l'a dit, la société, ce ne sont que des communications, parmi l'ensemble des communications qui existent dans la société, le système du droit reconnaît comme faisant partie de son système toutes les communications qui fonctionnent selon le code du légal et de l'illégal. De la même manière, l'ensemble, l'ensemble des communications qui concernent la politique, le système de la politique les identifie comme des communications qui appartiennent à ce sous-système de la politique parce qu'il opère selon le code
majorité-opposition. C'est ça qui est proposé par Luhmann. Donc, grâce à ce code, chaque sous-système social peut faire la distinction entre lui-même et son environnement. Son environnement étant l'ensemble des communications qui ne sont pas codées selon le codage légal-illégal. C'est-à-dire que, vous avez déjà la question du point de vue qui commence à entrer en ligne de compte, puisque toutes les communications qui font partie de l'environnement du système du droit sont des communications qui, pour un grand nombre d'entre elles, sont en fait les communications qui appartiennent à d'autres sous-systèmes sociaux. Et donc, vous avez une difficulté, c'est que selon que vous vous trouvez du point de vue du système du droit, du point de vue du système de l'économie, du point de vue du système de la politique, vous voyez les autres sous-systèmes sociaux, mais vous ne les comprenez pas selon leur propre code. Vous êtes obligé de coder selon vos codes les événements qui se passent en dehors de vous, si vous êtes le système du droit, ce que je ne vous souhaite pas. Alors, ce code garantit donc ce que Luhmann appelle la clôture normative ou opérationnelle de chaque sous-système. Clôture normative ou opérationnelle de chaque sous-système, c'est-à-dire la possibilité pour un système de se fermer, d'être clôturé, comme d'avoir une membrane, comme une cellule, de se fermer en fonction de la distinction qui est faite entre les communications qui appartiennent au système et les communications qui n'appartiennent pas au système. Et c'est parce que le système est fermé qu'il est en réalité ouvert. Pourquoi ? C'est parce qu'il est fermé sur le plan opérationnel, ou sur le plan normatif, que le sous-système social, quel qu'il soit, peut avoir un rapport cognitif avec son extérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, à partir du moment où vous avez un code et que vous pouvez identifier parmi l'ensemble des communications celles qui font partie de votre sous-système et celles qui ne font pas partie de votre sous-système, vous pouvez, à partir de cette distinction-là, vous référer à toutes les autres communications qui se produisent, qui n'appartiennent pas à votre propre système, mais simplement sur un mode de connaissance, c'est-à-dire que vous voyez l'environnement qui vous entoure et vous pouvez créer des rapports avec cet environnement parce que précisément vous êtes dans une situation de clôture. Pour expliquer ça, je vais de nouveau prendre un exemple un peu simple, un peu simplet, l'exemple de l'aveugle. Un aveugle a une canne et marche dans un jardin. En réalité, pour se conduire, et pour arriver à marcher sur les dalles plutôt que de marcher dans la boue, il a une canne. Il met sa canne, et sa canne, c'est son système, sa canne et son cerveau, évidemment, tout ceci constitue son système de direction. Avec sa canne, il a un code. Ce code, c'est s'enfonce dans le sol, ne s'enfonce pas dans le sol. Et forcément, il bat avec sa canne le sol. Quand il touche une dalle, il sait que la règle, c'est avancer. Quand il ne touche pas une dalle et que c'est mou, il sait qu'il ne doit pas aller de ce côté-là parce que, finalement, il va salir ses chaussures, disons. Vous avez un code et il n'a besoin d'aucune autre information sur le monde que ce code qui lui permet ensuite de se déplacer dans le monde. Alors forcément, après, si vous changez le monde, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez du s'enfonce, ne s'enfonce pas, et aussi le vide. À ce moment-là, l'aveugle doit développer ou complexifier, à partir toujours de ce même code qui est est-ce que la canne s'enfonce, est-ce que la canne ne s'enfonce pas, complexifier sa propre vision du monde, sa propre représentation du monde, en fonction toujours du même paramètre qui est la canne s'enfonce, la canne ne s'enfonce pas, ce qui lui permet d'avoir un rapport utile, pertinent au monde, sans jamais avoir une connaissance du monde. La seule chose qu'il connaît,
c'est savoir ce qui se passe quand il dépose son bâton. Est-ce que le bâton s'enfonce ou est-ce que le bâton ne s'enfonce pas? Donc, parce que vous avez une fermeture d'un système sur la base d'un code binaire, toujours dichotomique, vous avez une ouverture cognitive qui est réalisée vers l'environnement. Et grâce à cette ouverture cognitive, vous avez la possibilité, les systèmes, les sous-systèmes ont la possibilité d'établir un rapport avec l'environnement, de prendre connaissance de cet environnement et d'établir éventuellement des rapports spécifiques avec cet environnement. Tout se passe donc comme si, dans l'environnement, c'est-à-dire dans les autres sous-systèmes, tout ce qui se passe dans l'environnement, c'est-à-dire aussi dans les autres sous-systèmes, peut ainsi être pris en compte par chaque sous-système, mais selon ses propres termes, selon son propre code. Cela permet aussi à chaque sous-système d'attacher certaines conséquences à certains événements qui ont lieu dans son environnement. Le fait d'attacher des conséquences particulières à des événements qui se produisent dans l'environnement, pour un système, c'est ce que Niklas Luhmann appelle un programme. Vous avez un code, et vous avez un code qui permet la clôture du système. Ce système est cognitivement ouvert vers l'environnement. Vous pouvez créer, le sous-système peut dès lors créer des relations spécifiques avec cet environnement. Lorsque une connexion est établie entre la survenance d'un événement et une action du système, il s'agit d'un programme. Du point de vue du système du droit, un programme, c'est en réalité une loi. Une loi est un programme, c'est-à-dire qu'elle fait le lien, si vous voulez, entre le code et un certain nombre d'événements qui se produisent dans l'environnement. Et c'est par l'intermédiaire de ces programmes que s'opèrent des relations entre un sous-système ou des sous-systèmes et le monde qui l'environne. Alors, ces connexions qui se font entre un sous-système et l'environnement peuvent parfois devenir des relations de dépendance, de dépendance réciproque, des connexions entre un sous-système et son environnement qui sont en fait l'ensemble des communications des autres systèmes, donc des connexions qui se font entre des systèmes via l'environnement, via des modifications de l'environnement. Dans ce cas-là, vous avez une dépendance entre des sous-systèmes qui se créent sans que jamais aucun sous-système, ni le système du droit, ni le système de l'économie, ni le système de la politique, ne puisse sortir d'eux-mêmes. Simplement, à tout événement X qui arrive dans l'environnement d'un sous-système, il se produit quelque chose dans l'autre sous-système. Cette dépendance, c'est ce que Niklas Luhmann, et je pense que ce sera le dernier gros mot que je dois vous introduire, c'est ce que Niklas Luhmann appelle le couplage structurel. Le couplage structurel, c'est ce qui organise l'interdépendance entre les systèmes. Vous avez donc plusieurs systèmes. Ces systèmes peuvent, dans certains cas, se lier entre eux par l'intermédiaire d'un couplage structurel. Il existe ainsi un couplage structurel important entre le système du droit et le système de la politique, puisque les deux fonctionnent ensemble. Cette connexion ou ce couplage structurel entre le système du droit et le système de la politique, c'est ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution est ce qui permet la relation permanente entre le sous-système du droit et le sous-système de la politique, et qui garantit que les deux fonctionnent ensemble. Il y a donc un couplage structurel qui n'était pas obligatoire, mais qui s'est produit entre le sous-système du droit et le sous-système de la politique. Toutefois, et ça c'est important, ce n'est pas parce qu'il y a un couplage structurel que pour autant il y a la soumission d'un système à un autre. Ça veut simplement dire que quand il y a une action dans un système, se produit autre chose dans l'autre système. Il n'y a pas de soumission d'un système à un autre. De toute façon, c'est impossible. Il est impossible qu'un système soit soumis à un autre, sauf à mourir. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que chaque système suit une rationalité spécifique qui lui est propre. Et même si
on décide d'essayer de gouverner ou de diriger un système, il s'appropriera automatiquement la direction qui lui est donnée, ou l'ordre qui lui est donné, ou la tentative de coordination qu'on exerce sur lui, et se les réappropriera dans ses propres termes et selon sa propre logique. Il est donc impossible de gouverner l'ensemble des systèmes de manière organisée et à partir d'un point de vue unique, ce qui, évidemment, conduit Luhmann à avoir un certain nombre de conceptions sur la possibilité, dans un monde marqué par la différenciation fonctionnelle, de mettre en place un pouvoir politique qui peut véritablement diriger l'ensemble de la société. Donc, à chaque fois qu'un événement se produit dans l'environnement d'un système, celui-ci est plus ou moins irrité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée de la cellule. Il y a une membrane et autour de cette cellule se produit tout un ensemble de choses. Dans certains cas, les systèmes sont irrités. Cette irritation des systèmes, des sous-systèmes, oblige les sous-systèmes à s'adapter à leur environnement, dans certains cas. Et cette obligation pour les systèmes de s'adapter à leur environnement, eh bien, elle impose aux sous-systèmes une chose, qui est la complexification interne du système. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il se produit des choses dans l'environnement, le système est potentiellement mis en danger. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'il doit garder sa clôture normative pour pouvoir avoir un rapport cognitif à l'extérieur. Donc le système est potentiellement mis en danger. Pour ne pas être mis en danger, il doit avoir un rapport avec l'environnement qui lui permette de continuer à fonctionner. Comment est-ce que, quand le monde se complexifie, les sous-systèmes peuvent réagir? Ils réagissent en complexifiant leur système interne pour mieux se conduire ou mieux fonctionner par rapport à un environnement changeant. C'était l'exemple de l'aveugle avec la canne. À partir du moment où il y a 3 paramètres, il s'enfonce complètement, le bâton s'enfonce un peu, le bâton ne s'enfonce pas, ben forcément, il doit mettre en place un système de navigation avec 3 codes, ou 3 paramètres, alors que précédemment, il pouvait fonctionner simplement avec un système avec 2 paramètres. Donc, à chaque fois que le monde extérieur change, les environnements, les systèmes plutôt, doivent se complexifier en interne pour pouvoir répondre à ce qui peut paraître être une agression. À défaut de se complexifier en interne, le système meurt, dans la mesure où il n'est plus en mesure de garantir sa distinction avec l'environnement, un peu comme les cellules. Alors, ces notions, code, programme, couplage structurel, irritation, elles s'appliquent évidemment au droit. Le sous-système du droit se caractérise par plusieurs choses. Et là, on retrouve des choses qui ont été dites et qui sont, je pense maintenant, plus ou moins claires. Le sous-système du droit a une fonction. Cette fonction, c'est stabiliser les attentes contrefactuelles de comportement. Il répond, en principe, à une logique du défi et non à une logique de l'apprentissage. Il est fondé sur le code qui oppose le légal et l'illégal. Il établit des relations avec des événements de son environnement sous la forme d'un programme, à savoir la législation. Il est structurellement couplé avec le sous-système de la politique, via la Constitution, et les modifications de son environnement lui imposent de se complexifier pour maintenir son intégrité, c'est-à-dire sa clôture normative et son ouverture cognitive. Ça, c'est l'application de la théorie des systèmes de Niklas Luhmann au droit. Mais évidemment, on pourrait faire l'exercice, ce qu'on ne va pas faire, on pourrait faire l'exercice pour l'économie, pour le sous-système de l'économie ou pour le sous-système de la science, qui fonctionnent tous selon un mode de fonctionnement identique, c'est-à-dire on peut tous les décrire selon les mêmes caractéristiques. Alors, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, parce que ici, on ne fait que décrire
des choses que nous connaissons fort bien du point de vue du fonctionnement du droit, même si c'est expliqué de manière compliquée. Le droit fonctionne avec l'opposition entre le légal et l'illégal. Il y a une législation, il y a une constitution qui garantit que toutes les décisions qui sont prises au Parlement se transforment en législation. Et dans tout ça encore, il faut ajouter qu'il y a à un moment donné un juge qui applique le droit. Donc jusque-là, la représentation est relativement classique, même si tout ceci s'intègre dans une théorie du point de vue qui fait qu'il n'est plus possible de considérer que que le droit serait l'expression privilégiée d'un système politique qui aurait la capacité à développer une vision de surplomb sur ce qui se passe dans la société. Les choses deviennent plus compliquées à partir du moment où les sous-systèmes sont mis dans un contexte, dans un monde qui ne répond plus aux conditions qui ont vu générer ces systèmes. C'est-à-dire lorsque la société, le système de la société, se développe à l'échelle du monde, par exemple. Et c'est un point qui a intéressé Luhmann très tôt, puisque déjà, en 1971, il publiait un article sur la question de la globalisation de la société et la perspective de la formation d'une société globale. Que se passe-t-il pour les sous-systèmes ? Et en particulier pour le sous-système du droit, puisque c'est cela qui nous intéresse. Que se passe-t-il pour les sous-systèmes lorsque le système de la société s'étend à l'échelle du monde? Et en l'occurrence, la réponse de Niklas Luhmann ne va pas du tout être que émerge tout d'un coup quelque chose qui est un droit global. Ce n'est pas la réponse qu'il va apporter. Ce que Niklas Luhmann va expliquer, c'est que l'extension du système social à l'échelle du monde affecte le sous-système du droit de plusieurs manières. Premièrement, c'est vrai pour le système du droit, et c'est évidemment pour les autres systèmes, les frontières deviennent insignifiantes pour certains secteurs de la société. La science, l'économie, la culture, d'autres choses encore. Alors que ces frontières continuent à être essentielles pour le sous-système de la politique, puisque, fondamentalement, le pouvoir politique est territorial et que le droit dépend jusqu'à un certain point du système politique territorial pour l'exécution notamment des peines. Et Luhmann explique et écrit, il dit ceci, « Les frontières affectent certains secteurs de la société, comme la science ou l'économie, seulement dans la mesure où la politique peut les affecter et que ces secteurs ne peuvent pas trouver eux-mêmes d'échappatoire à cela. » Donc le point est bien qu'à partir du moment où certains sous-systèmes développent leurs activités au niveau du monde, l'influence des frontières est extrêmement limitée, surtout s'ils ont des moyens de contourner cette influence des frontières, et par conséquent, si le système si l'influence des frontières est limitée, le système politique a plus de difficultés à avoir une prise sur les actions des acteurs. Ceci a pour conséquence pour le droit, une conséquence essentielle, c'est que la globalisation de la société remet en cause le couplage structurel entre le droit et la politique. C'est ce que Luhmann explique. Le droit qui a une fonction dans le système social, cette fonction, on la connaît, c'est la stabilisation des attentes contrefactuelles de comportement. Eh bien, cette fonction, elle doit continuer à être garantie, mais elle ne peut plus l'être selon le mode traditionnel de fonctionnement du droit, puisque le couplage avec le système politique, qui est limité territorialement, ne peut plus s'effectuer de la même manière, et par conséquent, il se pourrait, c'est ce qu'explique Luhmann, il se pourrait, je le cite, que la combinaison très particulière entre droit et politique que nous connaissons ne survive pas au système de la société mondiale. Le système de la société mondiale met en cause le couplage structurel que j'évoquais tout à l'heure. Alors, les conséquences du développement d'une société globale pour le sous-système du droit ne s'arrêtent pas là, puisque
la complexification de l'environnement, mais également le système du droit dans une situation extrêmement délicate, puisque le système du droit est continuellement irrité et se trouve parfois dans l'incapacité d'augmenter suffisamment sa complexité interne pour réagir à ce qui se produit dans l'environnement. En gros, les communications se complexifiant et s'intensifiant dès lors qu'on fonctionne dans un système qui se globalise, le droit se trouve parfois en difficulté pour adopter ou mettre en place des principes ou des règles qui lui permettent de se complexifier en interne pour réagir par rapport à cette irritation par l'évolution de la société extérieure. Et le droit se trouve dès lors dans une situation où la prise en compte de son environnement devient de moins en moins évidente et devient de plus en plus cognitive. C'est-à-dire que l'information arrivant, circulant, le droit est systématiquement obligé d'apprendre, d'avoir une relation cognitive avec son monde extérieur, sans avoir nécessairement le temps de développer en interne les principes et la complexité nécessaire que pour avoir une référence utile au monde extérieur. Ceci fait basculer le droit jusqu'à un certain point d'une logique du défi à une logique de l'apprentissage. Parce que le droit passe plus longtemps à apprendre ce qui se passe à l'extérieur qu'il n'a de temps que pour se complexifier en interne pour avoir un rapport avec l'extérieur. Et dès lors que le droit bascule d'une logique du défi à une logique d'apprentissage, il finit par diluer sa propre cohérence. La cohérence du sous-système du droit est diluée du fait que les multiples communications qui irritent le sous-système du droit ne peuvent plus être traitées en réalité par le sous-système du droit. Par ailleurs, tous les sous-systèmes, à part le sous-système de la politique, tous les sous-systèmes étant structurellement soumis à un processus d'adaptation, puisque pour tous les autres sous-systèmes également, le fait que la société change de dimension a une influence, tous les autres sous-systèmes étant structurellement soumis à un processus d'adaptation par apprentissage, la normalisation tend à prendre le pas sur le droit. C'est la thèse de Luhmann. Au fur et à mesure que les sous-systèmes sont confrontés à des transformations majeures dans le monde, en ce compris le droit, et une complexification de la société, pour réagir à cette situation, la réaction du sous-système du droit va être d'être dans une logique cognitive par rapport au monde extérieur, donc dans une logique d'apprentissage, et de la même manière, l'ensemble des sous-systèmes sociaux qui ont besoin de normes vont utiliser des normes qui ne sont pas des normes du droit, mais qui seront des normes normalisées, c'est-à-dire des normes qui représentent des moyennes de comportement plutôt que des obligations fondées sur des principes. Les frontières deviennent insignifiantes, le couplage structurel entre droit et politique est mis en cause, la logique d'apprentissage s'impose contre la logique du défi pour le droit et la normalisation remplace le droit. Tout ceci conduit à ce que le rôle et la fonction du droit sont puissamment remis en cause. Alors évidemment, il existera toujours, ou en tout cas on peut le supposer, on n'en a pas de contre-exemple, qu'il existera toujours un sous-système du droit, mais Luhmann note 3 éléments qui doivent être pris en compte dans l'évolution de ce sous-système, et c'est finalement ça, sa thèse sur le droit global que lui ne voit pas du tout venir. Sur le plan du droit global per se, la seule chose qu'on puisse réellement constater, du point de vue de Luhmann, c'est ce qu'il développe dans Das Recht der Gesellschaft à la fin, la seule chose qu'on puisse vraiment constater
est une sorte de droit global des droits de l'homme. Une sorte de droit global des droits de l'homme qui ne vaut que pour les violations les plus graves des droits de l'homme, d'ailleurs, dit-il. Et encore, ces violations les plus graves ne sont-elles, du point de vue de Luhmann, pas réellement établies juridiquement. Ce n'est pas finalement tellement le droit international des droits de l'homme qui définit ce qui est une violation grave des droits de l'homme ou non. C'est plutôt l'expression de la colère publique. En réalité, les seules règles de droit global que Luhmann constate, il les constate en disant, dans certains cas, on constate qu'il y a la colère publique qui se manifeste lorsque une violation massive des droits de l'homme apparaît. Mais la violation massive des droits de l'homme n'est pas définie antérieurement à sa survenance. On ne se rend compte ou on dit qu'il y a une violation massive des droits de l'homme que lorsque la colère publique s'exprime. En ce sens, le droit global, tel que du moins le voit Luhmann, et c'est des textes évidemment qui datent un peu, mais se limite à un droit global des droits de l'homme, extrêmement minimal, et dont les règles ne sont découvertes que lorsqu'elles sont violées. C'est son analyse. Je vous avoue qu'elle me laisse un peu perplexe. La deuxième chose, le droit semble en partie supplanté par tout un ensemble de mécanismes ou de moyens de régulation, notamment par la normalisation, en lieu et place de la régulation par le droit, tant et si bien que Luhmann envisage l'hypothèse, et c'est l'hypothèse qui finit son ouvrage Das Recht der Gesellschaft de 1993, finit sur l'hypothèse que peut-être, là j'ai mis la citation en entier, il est tout à fait possible, dit-il, que l'actuelle prééminence du système du droit, ainsi que le fait que la société et la plupart de ses systèmes fonctionnels dépendent du fonctionnement du code du droit, ne soit rien de plus qu'une anomalie européenne qui, avec l'évolution d'une société mondiale, va s'atténuer. Autrement dit, la globalisation de la société pour Luhmann est l'occasion de met en difficulté le droit, et rien ne garantit qu'il s'agit d'une difficulté temporaire. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une transformation profonde de la centralité du droit pour la régulation des interactions sociales, remise en cause du droit comme étant le cœur ou le système, le sous-système qui organise et qui permet d'organiser l'ensemble des relations entre les sous-systèmes par l'intermédiaire d'attentes contrefactuelles de comportement. Donc, deuxième chose, c'est le droit n'est peut-être pas, le droit tel que nous le connaissons, du moins le système du droit tel que nous le connaissons, n'est peut-être pas voué à retrouver ou à conserver cette prééminence, tant et si bien qu'on peut se demander, et c'est le troisième point, si petit à petit, cette prégnance de la logique d'apprentissage, de la logique cognitive qui absorbe le sous-système du droit, ne va pas tout simplement finir par toucher le code. Puisque c'est ça, évidemment, la mort d'un système, c'est lorsque il ne parvient plus à créer suffisamment de complexification interne que pour réagir aux événements qui se produisent dans son environnement. Et ceci signifierait, et c'est l'hypothèse en tout cas qu'on peut lire en filigrane d'un certain nombre de textes de Niklas Luhmann, que la globalisation de la société, outre qu'elle met en difficulté le sous-système politique, pourrait également conduire à la mort du droit. L'hypothèse de la mort du droit est peut-être celle qui convient le mieux à ce que d'aucuns analysent aujourd'hui comme le droit global, du moins du point de vue de Luhmann. Cela étant, cette thèse de Niklas Luhmann est totalement indépendante de son appareillage théorique et conceptuel. C'est-à-dire que il est possible, en tout cas certains l'ont fait,
il est possible, sur la base des mêmes principes théoriques, de développer d'autres propositions sur la question du droit global, et c'est ce qu'ont fait en particulier Teubner et Fischer-Lescano dans leurs travaux. Selon Teubner et Fischer-Lescano, en réalité, on peut identifier la formation d'un droit global, et ce droit global, tel que eux vont le définir, ne correspond pas ou n'est pas la mort du droit. Alors, pour ces auteurs, comme pour Luhmann d'ailleurs, la globalisation de la société conduit chaque sous-système de la société à développer pleinement sa propre logique au niveau du monde. Donc, on l'a vu, les sous-systèmes sociaux répondent à une dynamique et une rationalité qui leur sont propres, qui est définie par leur fonction, par la manière dont ils se lient à leur environnement et par, via donc, des couplages structurels ou via des programmes et par leur code. Donc chaque système développe et fait jouer à plein sa propre rationalité, mais au niveau du monde, sur ça tout le monde est d'accord. Ceci conduit toutefois Teubner et Fischer-Lescano à adopter d'autres thèses que celles de Luhmann sur les conséquences de ce phénomène, puisqu'ils imaginent, tout en prétendant qu'ils font que continuer ce que fait Luhmann, mais je pense que c'est faux, ils imaginent que cette situation où la rationalité des sous-systèmes joue à plein au niveau du monde conduit à la formation de secteurs sociaux globaux. Des secteurs sociaux globaux qui appartiendront au sous-système de l'économie, au sous-système de la science, au sous-système du droit, etc. Alors, ces sous-systèmes, ces secteurs sociaux globaux, l'existence de ces sous-secteurs sociaux globaux produit une modification dans ce qu'est la fragmentation du droit global. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le droit global, on pourrait dire, on peut le voir comme ça, a finalement toujours existé. Le droit global était, et est toujours en partie, fragmenté en différents ordres juridiques nationaux, c'était l'objet de l'introduction de Benoît Friedman, différents ordres juridiques nationaux dont les interrelations sont réglées par deux types de règles, des règles de coordination, les règles de droit international public, entre ces États, et d'autre part, des règles de renvoi devant l'une ou l'autre juridiction, qui sont les règles de droit international privé. On peut dire, ou on pourrait dire, que le système du droit global, avant la quatrième globalisation, était ce système-là. Le droit global, c'était le droit international qui supposait l'existence d'ordres juridiques nationaux comme des ordres juridiques délégués. Et ce que disent Teubner et Fischer-Lescano, c'est que ce modèle-là, d'un droit global fragmenté sur le modèle des ordres juridiques nationaux organisés entre eux sur la base du droit international public et privé, eh bien, cette fragmentation-là, c'est fini, ou c'est sur le point d'être fini, et cette fragmentation du droit global va s'opérer autrement. Elle va s'opérer en fonction de distinctions sectorielles. On ne va plus partir d'un droit global qui se fragmenterait en ordres juridiques nationaux plus le droit international. On aurait un droit global qui se fragmenterait sur base de lignes de rupture ou de distinction qui sont des distinctions sectorielles. Le droit global du secteur de la chaussure, le droit global du secteur de l'habillement, etc., etc. Ceci constitue un autre mode de segmentation, non pas sur base des ordres juridiques, mais sur la base de distinctions sectorielles. Alors, c'est pour ça qu'on parle, donc ça en arrive,
c'est pour ça qu'on parle de fragmentation. C'est pour désigner ce type de transformation que les juristes internationalistes débattent aujourd'hui de la question de la fragmentation du droit international. La fragmentation du droit international, ça a été expliqué, je crois, antérieurement, mais je vous rappelle tout de même rapidement ce qu'il en est. Le débat sur la fragmentation du droit international, à la base, pour les internationalistes, s'est posé à l'occasion d'un certain nombre de décisions qui ont été rendues par le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, qui avait rendu une décision dans le cadre de violation du droit humanitaire, et qui avait rendu une décision dans laquelle la Cour a appliqué, pour une question très spécifique, un autre test que celui qui avait été proposé par la Cour internationale de justice. Vous aviez donc un organe des Nations Unies, à savoir le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, un autre organe des Nations Unies, la Cour internationale de justice, qui rendait des décisions différentes. Et donc, un certain nombre d'auteurs de doctrine ont dit ce qui se passe est très grave, puisqu'on se retrouve avec des juridictions internationales qui se contredisent entre elles sur un certain nombre de principes et sur un certain nombre d'applications aussi de principes. Et cette situation-là, ces décisions du TPI grec, elles ont conduit à un débat qui a duré et qui dure encore sur l'existence d'une fragmentation du droit international, c'est-à-dire la formation de régimes autonomes qui ne seraient pas coordonnés entre eux. Pour Teubner et Fischer-Lescano, cette question de la fragmentation du droit international, telle qu'elle est posée par les internationalistes, est un début de réponse à la situation ou aux problèmes rencontrés par le droit aujourd'hui. Mais les internationalistes, pour Teubner et Fischer-Lescano, ne vont pas assez loin. Pourquoi ? Parce que, in fine, à travers la question de la fragmentation du droit international, ils posent une question qui est une question politique. C'est-à-dire que les internationalistes constatent qu'il existe, par exemple, plusieurs organisations internationales, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, qui sont chacune fondées sur des traités spécifiques et qui poursuivent des politiques différentes. Et finalement, si on arrive ou si on aboutit à des décisions de justice qui sont différentes, c'est parce qu'il y a des perspectives politiques qui sont différentes. Donc, les internationalistes, lorsqu'ils abordent la question de la fragmentation du droit international, remontent in fine à une question politique. Et comme ils remontent in fine à une question politique, c'est-à-dire l'opposition entre des grandes orientations politiques au niveau des organisations internationales, comme ils remontent vers des questions politiques, la seule solution qu'ils peuvent proposer est une solution politique. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va créer une conférence intergouvernementale et on va créer un nouveau traité qui va rétablir les choses, ou on va établir une constitution globale qui va établir une hiérarchie des normes en droit international public, ou faire référence à des normes de jus cogens, qui seraient des normes qui s'imposeraient et qui auraient un statut supérieur aux autres normes du droit international. Cette option-là, Teubner et Fischer-Lescano la récusent. Ils pensent que la fragmentation du droit global doit être posée de manière plus radicale, en considérant que la fragmentation sectorielle du droit est en réalité l'expression des fameux conflits entre des rationalités qui transcendent le seul système du droit et rationalités qui s'intensifient dans leur développement. Dans ce cadre-là, si la question de la fragmentation du droit global est le résultat d'un processus sociologique par lequel des sous-systèmes intensifient leur propre rationalité, alors
il n'y a pas de résolution politique possible, il s'agit d'un mouvement qu'on ne peut pour ainsi dire pas arrêter. Tout ce qu'on peut espérer est, disent-ils, l'organisation de couplage structurel lâche entre segments de la société globale, puisque ce droit global est en fait un droit global multiple, dépendant de tout un ensemble de secteurs globaux. Alors concrètement, que proposent ces auteurs concernant le droit global? Eh bien, ils disent, il y a au niveau global certains secteurs de la société qui s'autonomisent. Ces systèmes fonctionnels globaux intensifient leur rationalité, ça je l'ai déjà dit, indépendamment d'ailleurs de ce que font les autres systèmes sociaux, et aussi longtemps que l'environnement peut les tolérer, puisque, par exemple, le système de l'économie continue à intensifier sa propre rationalité, continue à jouer en plein la poursuite de sa propre fonction, indépendamment des conséquences sur l'environnement, et là on peut le prendre dans le sens courant, indépendamment de la destruction, par exemple, des ressources. Tant qu'il y aura des ressources, tant qu'il y aura un environnement, le système poursuit sa rationalité propre. Et donc, il y a une extension, un développement de ces systèmes sociaux au niveau global, qui continue aussi longtemps que l'environnement le permet. Et dans ce cadre-là, le système du droit a connu aussi une évolution globale, selon ces auteurs, au même titre que les autres sous-systèmes sociaux, mais avec certaines transformations d'importance. Le droit qui en résulte n'est pas fondé sur des structures. Le droit que nous connaissons est fondé sur une structure, l'État. Donc le droit global qui se forme n'est pas fondé sur des structures comme l'État, mais sur des processus. Et le droit global ne constitue pas un système général et homogène, mais est composé de régimes transnationaux, qui sont consacrés à la gestion de questions particulières. Des régimes transnationaux qui existent pour régler des issues, des dossiers, des questions particulières, et non pas pour développer un ordre juridique général. Il en va ainsi, et c'est en particulier ce qui intéresse ces auteurs, et en particulier ce qui intéresse Günther Teubner, qui est un spécialiste de droit privé, il en va ainsi des ce qu'il appelle les régimes juridiques privés, ou les self-contained regimes. Dans ce cas, des fragments autonomes de la société globale, qui peuvent appartenir à l'économie, à la technologie, au domaine de la finance, des secteurs autonomes de la société globale, développent un important besoin en régulation qui n'est pas rencontré par les institutions nationales ou internationales. Parce que la régulation est un besoin, ce n'est pas simplement une contrainte. Et comme ils ne rencontrent pas les régulations ou les normes dont ils ont besoin pour fonctionner, ces systèmes vont en réalité les produire elles-mêmes. Donc, les secteurs globaux vont produire eux-mêmes leurs propres normes pour répondre à leurs demandes, dès lors que les institutions nationales et internationales ne peuvent pas y répondre. Et ce faisant, elles vont avoir directement recours au droit et essentiellement au droit des contrats pour organiser les règles qui pourront jouer le rôle ou la fonction du droit, c'est-à-dire la stabilisation des attentes contrefactuelles de comportement. Et on va compter ainsi tout un ensemble de régimes privés, ou la constitution de tout un ensemble de régimes privés de régulation, qu'on appelle souvent dans la littérature, par leur nom latin, la lex mercatoria, la lex digitalis, la lex constructionis, et ainsi de suite. C'est-à-dire des régimes de normes qui organisent le fonctionnement d'un secteur spécifique de la société globale, qui peut être le secteur de la construction, le secteur des intermédiaires, le secteur de l'Internet, le secteur des médias, de la technologie, etc., qui organisent donc les normes qui réguleront les acteurs qui agissent dans ce secteur globalisé. Mais évidemment, comme ces régimes
juridiques privés sont couplés et sont directement l'émanation de la logique indépendante et particulière des secteurs particuliers qui ont besoin de ces normes, on va se retrouver, et c'est en ça qu'il retrouve en partie la lecture des internationalistes, on va se retrouver avec des self-contained regimes qui reproduisent les conflits existants entre les différents systèmes fonctionnels. Puisque forcément, ce droit privé ou privatisé est produit par ces secteurs du système global pour résoudre des questions particulières, eh bien, forcément, ces morceaux, ou ces segments, pour le dire comme ça, ces segments de droit global sont porteurs ou sont directement l'expression de la rationalité qui se trouve à la base des sous-systèmes fonctionnels dont sont issus les secteurs qui doivent être régulés et qui cherchent à avoir des régulations. Dès lors, on aura des conflits entre, par exemple, la lex mercatoria et les règles de l'Organisation mondiale de la santé, des conflits entre la lex constructionis, c'est-à-dire toutes celles qui s'appliquent à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la construction, et d'autre part le droit de l'environnement. Donc ces droits globaux entrent en conflit et nécessitent, et ça c'est l'apport doctrinal de Teubner et Fischer-Lescano, des règles de conflit de normes, mais des règles de conflit de normes qui ne seront pas les règles du droit international privé. La question ne sera pas de désigner le fort compétent et la loi applicable, mais des règles de conflit de normes intersystémiques ou entre régimes. Ces règles, qu'ils appellent parfois des règles de compatibilisation intersystémique, ces règles se mettent en place par la reconstruction au sein de chaque régime autonome de certaines normes issues d'autres régimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que forcément, vous avez des systèmes, des droits globaux sectoriels qui répondent à la logique propre à un secteur de la société globale en particulier, et qui ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes. C'est tout le principe des systèmes. Ils sont enfermés dans leur propre vision du monde, pour le dire ainsi. Il n'est donc... Alors, compte tenu de cette situation, vous avez deux options. Vous avez plusieurs systèmes, vous avez plusieurs droits globaux qui s'opposent. Soit on est dans une logique de conflit qui se maintient tant qu'on n'a pas quelqu'un qui vient taper par au-dessus, hein, c'est-à-dire l'État mondial, la Constitution, enfin là on sort tout l'appareil de l'État, en réalité, tout l'appareil de l'État. Soit vous avez une autre option qui est leur proposition, c'est la compatibilisation intersystémique, c'est-à-dire trouver les techniques juridiques qui permettent de garantir une coordination légère entre les systèmes et entre ces différents droits globaux sectoriels, en intégrant la rationalité des autres systèmes dans chacun d'eux. Alors, je vais essayer d'expliquer, prendre un cas précis. C'est par exemple le cas dans l'opposition qui existe ou qui a existé entre les règles de l'Organisation mondiale du commerce, en particulier les règles de l'Organisation mondiale du commerce sur le droit des brevets, et d'autre part, les règles de l'Organisation mondiale de la santé dans le cas des médicaments contre le sida. Vous vous souvenez que le TRIPS, l'accord TRIPS, prévoyait une protection extrêmement importante des détenteurs des brevets sur la production de la trithérapie notamment, et que par un processus à la fois politique de pression, mais aussi de discussion et de réinterprétation des dispositions du droit de l'OMC, on en est arrivé à alléger la protection garantie
aux détenteurs de brevets en mettant en concordance, en rendant compatibles les principes de l'Organisation mondiale de la santé d'une part et les principes de l'Organisation mondiale du commerce d'autre part, en créant tout un ensemble de droits pour les États de produire les médicaments nécessaires pour soigner la maladie chez eux. Et on retrouve, dans le cadre de ces règles de compatibilisation intersystémique, de nombreuses techniques, et là je pense qu'ils n'y ont vraiment rien inventé, de nombreuses techniques qui ont été examinées dans d'autres exposés précédents, l'interprétation concordante, l'harmonisation compétitive, bref, autant de mécanismes qui permettent, selon Teubner et Fischer-Lescano, d'organiser un couplage ou une coordination minimale entre les droits globaux ou sectoriels qui se développent au fur et à mesure que les sous-systèmes sociaux élargissent leurs activités à l'échelle du globe. Alors, pour conclure, vous avez vu que ce que propose la théorie des systèmes, ou la théorie autopoïétique, c'est un ensemble de concepts théoriques qui, alors je ne sais pas à quel point vous vous en êtes rendu compte ici, qui sont de prime abord compliqués, mais qui en réalité, une fois qu'on les manipule, sont relativement simples, et qui ont pour objectif de permettre une théorie du point de vue. Théorie du point de vue, c'est-à-dire la possibilité, c'est plus une épistémologie qu'une théorie substantielle du droit, dans la mesure où ça s'applique au droit. Le principal intérêt de ces théories est qu'elles nous permettent de regarder l'ensemble du monde en passant d'une vision d'un système à une autre vision d'un système, premier élément, qu'elle permet par ailleurs j'ai envie de dire, d'élever parfois un peu le débat. Il ne s'agit pas de responsabiliser, de dire en fait si ceci se passe, c'est parce qu'il y a tel et tel grand patron d'entreprise pharmaceutique qui souhaite faire du profit, ce qui sans doute est par ailleurs vrai, mais d'essayer de comprendre les choses à partir de logiques systémiques qui s'opposent. La théorie des systèmes permet aussi de prendre en compte pour chacun des paramètres qui sont nécessaires pour la description du système, les évolutions qu'implique ou qu'impliquerait la modification de l'échelle de fonctionnement des sous-systèmes, puisqu'on pourrait serrer l'ensemble des principes qui décrivent les systèmes et identifier le type de problème qui peut se poser dès lors que ces systèmes sont amenés à opérer au niveau global. Deuxième chose que je voulais dire pour conclure, donc ça c'est juste l'intérêt de la théorie en général, c'est qu'en plus cette théorie, elle est totalement indépendante ou en tout cas largement indépendante de la position à la fois substantielle qu'on peut avoir sur certaines questions et même de la position politique qu'on peut avoir de certaines questions. Luhmann était un conservateur, Teubner est un socialiste et Fischer-Lescano, au moins ça. Ils adoptent une théorie qui est similaire ou identique et à partir de cette théorie, ils arrivent à des conclusions relativement différentes. La théorie des systèmes ne conduit pas nécessairement à une conclusion, mais permet tout un ensemble de jeux de positions. Et ici, on en a vu deux qui s'affrontent de manière assez importante, puisque du point de vue de la théorie de Niklas Luhmann, si on la pousse dans ses derniers retranchements, ce que nous analysons, ou les phénomènes que nous analysons comme les manifestations d'un droit global, sont en fait, pour Niklas Luhmann, les manifestations de la mort du droit et de la transformation radicale du droit qui perdrait ses prérogatives et ses modes de fonctionnement traditionnels. Thèse radicale qui a le mérite d'exister et qui répond d'ailleurs en partie ou fait écho à tout un ensemble de questions qui ont pu être posées par les personnes qui sont ici,
sur le fait de est-ce que c'est vraiment du droit, est-ce que c'est pas vraiment du droit. Si nous sommes amenés à nous poser ces questions, c'est qu'il y a quelque chose qui manifestement choque dans l'idée qu'on puisse appeler, je sais pas, la norme ISO une norme de droit. Et donc Niklas Luhmann va jusqu'au bout de cette logique et dit finalement toutes ces régulations via des normes, la normalisation, ce sont des transformations qui remettent en cause l'existence même du système du droit, du moins tel que nous l'avons connu jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, dans les développements, l'autre thèse, développée par Fischer-Lescano et Günther Teuner, elle aboutit, in fine, à la constatation de l'existence d'un droit global. Un droit global qui a deux caractéristiques en fait essentielles. C'est un droit global qui porte sur les processus et c'est un droit global qui fonctionne selon des secteurs. Et à partir de ces éléments-là, il réinterprète tout un ensemble de règles qui existent aujourd'hui. Ils disent en fait ce qu'on a besoin, à partir du moment où on a un droit, où on a plutôt des droits globaux qui appartiennent à des secteurs d'activité qui sont différents, on a en fait besoin d'un droit international privé, mais qui soit adapté pour ce secteur. Et donc, on va créer une sorte de droit intersystémique. Et on se retrouve donc avec Fischer-Lescano et Günther Teuner dans un pluralisme systémique incertain. Incertain pourquoi ? Parce que on n'a pas encore identifié dans leur théorie, on n'identifie pas aisément dans leur théorie à partir de quand il s'agit de droit global et à partir de quand il s'agit simplement de contrats entre deux individus ou deux sociétés ou deux structures qui règlent leurs relations mutuelles dans le cadre de l'organisation d'une activité commune. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'on va parler effectivement d'un droit global et à partir de quand on peut considérer qu'il s'agit d'un droit global et pas simplement d'un accord entre des parties fussent-elles nombreuses. Je vous propose d'arrêter ici et j'espère qu'on aura le temps pour la discussion et je vous remercie pour votre attention.